Bonjour à tous les auditeurs de Tala Film, merci de nous rejoindre. Alors pour l'entretien du jour, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le docteur Hamza Bneissa, auteur d'un livre, d'une étude plutôt, concernant une affaire laquelle pendant longtemps a fait beaucoup de remous, a suscité moult débats et qui continue encore pour l'heure de défrayer la chronique. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, à savoir l'appartenance supposée réelle ou fictive de l'émir Abdelkader à la franc-maçonnerie. Voilà de quoi il est question, sujet pas très commun et sur lequel, on doit le dire, il y a très peu de travaux, voire quasiment pas. Tout d'abord, Salam Chir. Salam. Merci de nous recevoir. Alors, première question, Chir, pour commencer, définition pour poser l'échange. On entend ici et là évoquer la franc-maçonnerie. L'expression est un peu galvaudée, utilisée un peu facilement, sans en comprendre la portée. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce qu'est la franc-maçonnerie? Un petit rappel historique peut-être. Quel est son but ou ses buts et surtout, quelle est sa doctrine? Merci. L'image de la franc-maçonnerie galvaudée actuellement par les médias, répandue par les médias et par la recherche universitaire, ne correspond ni à ce qu'elle devait être en principe, ni à ce qu'elle était dans l'histoire, bien originellement. L'image répandue actuellement par les médias et la recherche universitaire correspond plutôt à une image de la franc-maçonnerie amoindrie, voire déviée. Pour comprendre un petit peu les termes de la question, il faudrait situer la franc-maçonnerie dans le cadre général des civilisations traditionnelles, c'est-à-dire des civilisations référées à un message céleste qui ont précédé toutes les civilisations traditionnelles qui ont précédé l'avènement du monde moderne. Dans ces conditions, il faut rappeler que dans les civilisations traditionnelles, le sens existentiel conféré à l'homme, c'est surtout la réalisation spirituelle. Donc tous les messages célestes, quelles que soient les latitudes ou les longitudes terrestres, à l'homme, pour sa réalisation spirituelle, ont été offertes deux modalités. D'une part, la modalité contemplative, il s'agit surtout de la méditation, qui est destinée à actualiser la continuité avec la transcendance portée par tout être humain. Et la deuxième modalité de réalisation spirituelle, c'est l'action. L'action, elle est double. Elle peut être politique, à travers l'administration, la justice, l'art militaire, et à travers l'activité sociale et économique, donc la production des biens d'usage. La franc-maçonnerie, dans le cadre toujours des civilisations traditionnelles, ce qui correspond dans les temps très reculés à la franc-maçonnerie, c'est par exemple, je rappelle les collegia fabrorum, dans le cadre de la tradition latine. Je rappelle également la caste des Vaishya dans la tradition hindoue. Et en ce qui concerne la franc-maçonnerie, elle repose sur l'activité d'un métier, c'est-à-dire sur le métier de constructeur et de tailleur de pierre. Et on sait que dans le cadre de la civilisation chrétienne, le rôle joué par la franc-maçonnerie dans l'édification des édifices religieux. Voilà, si vous voulez. Donc là, le travail, le sens du travail, non seulement il est destiné à produire des valeurs d'usage pour la finalité relative terrestre, mais également il sert de support pour son sujet humain à la réalisation spirituelle. Et dans le cadre de la civilisation chrétienne, donc la franc-maçonnerie a joué pleinement son rôle dans le cadre du catholicisme. Et dans la hiérarchie des organisations initiatiques, elle était sous l'action de présence des Templiers. C'est cette organisation qui assurait à la fois sa pérennité et son orthodoxie. Mais cette image de la franc-maçonnerie va pas rester telle à la fin du Moyen-Âge. Elle va subir petit à petit un amoindrissement. Et cet amoindrissement va commencer à l'occasion ou à la lumière d'un certain nombre d'événements qui vont se dérouler à la fois sur le plan politique, sur le plan religieux
et sur le plan social. Sur le plan politique, c'est l'émergence de l'absolutisme royal avec l'avènement du roi Philippe le Bel. Sur le plan religieux, c'est un déclin de l'autorité intrinsèque de l'Église qui, à force d'être manipulée, a interdit l'ordre des Templiers. Ensuite, c'est le corrélatif de ces deux facteurs précédents, c'est l'ascension de la caste marchande et du pouvoir financier qui, à force d'acheter des charges au roi, va s'insinuer petit à petit dans l'ordre politique jusqu'à capter pratiquement l'autorité de l'État. C'est à partir de ce moment-là que le travail qui, dans le cadre des civilisations traditionnelles, et en particulier dans le cadre de la civilisation chrétienne, servait de support à la réalisation spirituelle, va devenir, sous l'impulsion de la caste marchande, un simple moyen de subsistance, ou au mieux, un simple moyen d'accès à la richesse et au confort. Vous voyez un petit peu cette réorientation radicale de la signification du travail, et on passe un petit peu du mobile spirituel à un mobile matériel. Et cette mentalité va s'infiltrer dans les loges, de façon à les départir petit à petit de cette préoccupation spirituelle, de cet intérêt même pour le travail. Et cette tendance va s'accélérer avec l'expansion de l'individualisme humaniste et aussi avec l'avènement de la réforme protestante. Et c'est ainsi que, à la limite, les loges ne seront plus le siège de sujets qui exercent un métier, en sorte que la maçonnerie va devenir un problème uniquement spéculatif, même si l'initiation est régulière. Cette initiation, du fait de l'absence de l'exercice de métier, va rester à l'état virtuel. Et c'est ainsi que, historiquement, la première loge spéculative correspond à la fondation de la Grande Loge d'Angleterre en 1723 avec Anderson, avec des traits protestants, donc avec le départissement de la fidélité à l'Église, avec son départissement de la fidélité au roi et à Dieu. Alors là, on assiste déjà à une modification de cette orientation. Une déviance. Ça commence, c'est un amoindrissement d'abord. On constate d'une part que la foi se dégrade en sentiment et le principe de l'autorité spirituelle devient une simple question d'opinion. Ça, c'est la phase, si vous voulez, intermédiaire. Donc, cet amoindrissement va continuer et les loges seront infiltrées par des influences extérieures qui vont véhiculer un discours séculier, anti-religieux, anti-spirituel, destiné à évacuer tout ce qui reste encore de chrétiens en Occident. Et en sorte qu'après cette date-là de 1723, surtout du XIXe siècle, les loges, la franc-maçonnerie en général, va être submergée par les forces séculières. Le discours change complètement. Donc c'est la théorie évolutionniste, c'est le mythe moderne du progrès, c'est la préoccupation politique et sociale, c'est l'insinuation dans les intrigues politiques et financières. Et à l'extérieur, la franc-maçonnerie va cautionner le processus de colonisation et de désintégration, désarticulation des cultures étrangères. Vous voyez donc à peu près, voilà, si vous voulez, en gros, si vous voulez comprendre l'image actuelle de la franc-maçonnerie, c'est comment elle est arrivée au point où elle en est actuellement. On entend souvent dire, même de la part d'Algériens intellectualisés, des chercheurs, que l'émir était justement franc-maçon, chose que vous réfutez dans votre ouvrage. Mais il y a des correspondances que vous avez étudiées. Comment vous détermineriez les liens entre l'émir Abdelkader et la franc-maçonnerie à travers justement ces correspondances, ces échanges? Je vous remercie. D'une part, on peut dire ou bien nous devons dire qu'il y a eu deux occasions où l'émir Abdelkader est entré en contact avec la franc-maçonnerie. La première, si vous voulez, elle est purement accidentelle. Lors de son transfert
de l'Algérie vers la France, parmi toutes les personnalités représentatives de la société française qu'il a pu rencontrer, il a constaté que les membres de cette organisation étaient les seuls à évoquer l'immortalité de l'âme, la notion de divinité, la notion de religion. Ça, si vous voulez, c'est la première occasion. La seconde occasion, c'est la date de 1860. Date de 1860. À l'été 1860, l'émir Abdelkader a évité un carnage à Damas, alors qu'il était à Damas, entre des Druzes qui étaient manipulés par les Anglais et les chrétiens maronites qui étaient manipulés par la France dans le cadre de leur rivalité pour leur mainmise sur le Moyen-Orient. Donc c'est à cette occasion-là qu'il s'est interposé, il a empêché le massacre, et c'est à la suite de ce geste-là qu'il a été destinataire d'une correspondance abondante de la part des pays occidentaux, de Russie, de la Grèce, de France, d'Angleterre, etc., pour le féliciter, pour le remercier. Et c'est cette occasion-là que le Grand Orient de France a saisi pour inciter l'une de ses loges, en particulier la loge Henri IV de Paris, pour qu'elle entre en communication avec l'émir Abdelkader. Et c'est ainsi que, chose qu'il a parfaitement acceptée. Si vous voulez, c'est cette occasion. C'est de cette façon-là que a débuté le processus de contact entre la franc-maçonnerie et l'émir Abdelkader. Mais pourquoi, selon vous, on entend si souvent cette, entre guillemets, cette donnée ou cette information, voire cette rumeur, qui consiste à présenter l'émir Abdelkader en tant que franc-maçon, même de la part d'Algériens? Avant de répondre à cette question, il faut dire d'abord que cette relation, cette correspondance épistolaire ne doit pas être considérée comme une simple relation. Au contraire, c'est une relation de type dialectique. Et pour la comprendre, il faut comprendre un petit peu la position respective des protagonistes impliqués. D'une part, la franc-maçonnerie, c'est une franc-maçonnerie qui n'a que le nom, elle est pratiquement amoindrie, voire déviée, impliquée radicalement dans le processus de sécularisation de l'existence, impliquée radicalement dans la promotion et le renforcement de l'État marchand, impliquée radicalement dans le processus de colonisation. Donc, elle est devenue partie intégrante de l'État français, donc elle faisait un petit peu, elle jouait dans le sens des intérêts de l'État français. Donc, elle voulait utiliser l'émir Abdelkader dans ces relations-là, elle voulait utiliser l'émir Abdelkader comme instrument de façon à renforcer aussi bien ses assises à l'intérieur de la France, parce que c'est une image publicitaire, et au Moyen-Orient de façon à renforcer l'influence de la France. Alors que, au fond d'elle-même, sa position vis-à-vis de l'islam, par exemple, c'est une position viscéralement hostile, parce qu'elle considère l'islam comme étant une forme de barbarie. Elle considère le symbole de la mosquée du prophète comme le roc de l'ignorance et du fanatisme. Vous voyez un petit peu où on est arrivé, une organisation qui traditionnellement devait avoir des buts spirituels. De l'autre côté, l'émir Abdelkader, en plus de ses dimensions politiques et militaires, il faut rappeler qu'il a emprunté la voie soufite depuis son jeune âge et il a gravi les échelons de la connaissance du soufisme jusqu'à atteindre le grade de substitut, Bedel. Donc là, c'est un grade dans la connaissance intérieure de l'islam qui lui permet de s'élever au grade d'homme universel. Donc, au fait, d'homme universel, cela veut dire qu'il est au fait de la tradition islamique, il est même au fait du principe de toutes les autres traditions et des traditions judaïques et chrétiennes. Vous voyez, donc, dans cette relation dialectique, il y a un rapport de force qui est en train de se dessiner, et lui, comme la franc-maçonnerie, au moins historiquement, elle a
un lien avec la civilisation chrétienne. Il voulait, par l'intermédiaire de ce lien qu'il tisse avec la franc-maçonnerie, l'utiliser comme support d'un redressement spirituel possible de l'Occident, parce qu'il lui est arrivé, avant les événements de 1860, de constater tout l'étalage de puissance matérielle de la civilisation occidentale, mais où la notion de divinité est absente. D'ailleurs, c'est l'objet un petit peu de sa lettre aux Français, vers 1856, c'est pour justement les apostropher. Et tout cet étalage de puissance, c'est très bien, mais je vois que pratiquement vous avez évacué l'idée de Dieu. Mais dans le rapport dialectique qu'il y a entre Mir Abdelkader et cette franc-maçonnerie amoindrie, elle voulait en faire un support de façon à élargir l'influence de la France au Moyen-Orient, en lui suggérant même l'idée d'un royaume arabe en Syrie, chose qu'il a catégoriquement refusée. Premièrement, parce qu'il ne peut pas être l'agent d'une civilisation essentiellement matérialiste. Deuxièmement, il se contredirait alors, parce qu'il ne voit pas comment sa volonté de restaurer l'État politique en Algérie a été empêchée pour le restaurer, soi-disant, en Syrie. Voilà. Mais lui, toujours, il poursuit cet objectif. La franc-maçonnerie étant au moins historiquement une organisation traditionnelle, elle pourrait, de son point de vue, servir de support à un redressement possible, spirituel, de l'Occident. Et c'est la raison pour laquelle il est entré en maçonnerie. Hein. Mais là, il y a des précisions à donner. Le fait un petit peu d'entrer en maçonnerie, le fait de rencontrer un adversaire, le fait de discuter avec un adversaire ne signifie nullement adhésion à sa perspective. J'ouvre une parenthèse, je cite l'exemple du prophète Mohammed lors du traité de Hudaybiya, le deuxième. En l'an 6 de l'Hégire, le prophète voulait faire une Umrah et il s'est opposé, enfin il s'est heurté plutôt à l'opposition ferme des Qurayshites, ils l'en ont empêché. Il s'en est suivi des négociations et c'est au cours de ces négociations-là qu'il a en apparence fait des concessions que ses compagnons ont trouvées un petit peu aberrantes ou contradictoires avec son statut de prophète. Par exemple, lors de la rédaction du traité, il voulait mettre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les Qurayshites ont dit non, nous n'acceptons pas, on va mettre Allahumma. Vous voulez mettre Muhammad Rasulullah, nous ne vous reconnaissons pas comme envoyé de Dieu. Donc, Muhammad ibn Abdullah. Ça, parce que c'était sous l'inspiration de Dieu. C'est une concession extérieure, mais pour préparer un événement important. Une année après, le prophète a fait sa Umrah, et 2 ans après, il a pénétré à la Mecque sans coup férir. C'est la même, analogiquement, c'est la même perspective qui se dessine dans ce contact entre l'émir Abdelkader et la franc-maçonnerie. Lui, quand il a pris conscience que la franc-maçonnerie souffre du même mal que toutes les organisations qu'il a eu à recevoir, ou bien qui souffre du même mal que toute la civilisation occidentale, il a rompu. Mais le fait qu'il ait établi ce contact, le fait qu'il soit entré dans la maçonnerie, a déclenché le processus de neutralisation de la force collective véhiculée historiquement par la franc-maçonnerie et qui s'opposait d'une part à ce que l'occidental renoue avec la spiritualité, que ce soit par la voie chrétienne ou autre, et qui s'oppose également à ce que des occidentaux de souche puissent entrer en islam. Ça, nous voyons un petit peu, surtout depuis les années 50 du XXe siècle à ce jour. Maintenant, c'est une entrée massive d'occidentaux en islam, soit par la porte du soufisme, soit par la porte ordinaire. Voilà, si vous voulez, les conséquences un petit peu de... Et le fait que
Une parenthèse, c'est ce qu'avait fait René Guénon des années plus tard, quand il fréquentait certaines loges ou certains... Ça entre un petit peu de... C'est un petit peu différent. Ça, c'est différent. Et donc, là, si on évalue un petit peu dans le rapport dialectique qui liait l'émir Abdelkader à la franc-maçonnerie, c'est elle qui était tributaire, et ce n'est pas l'émir Abdelkader qui était tributaire de la franc-maçonnerie. C'est la raison pour laquelle, moi, l'adhésion à la franc-maçonnerie que j'ai contestée, c'est surtout cette image servile qu'on voulait montrer de l'émir Abdelkader, alors que c'est tout à fait le contraire. Là, du fait que nous avons affaire à une franc-maçonnerie amoindrie, déviée et au mieux qui ne pouvait mener pas plus loin que l'état de perfection humaine, ne pouvait rien offrir à Amir Abdelkader qui, avec son statut d'homme universel, de Badal, contient éminemment toutes les qualités possibles de la franc-maçonnerie. Donc là, dans cette relation dialectique, c'est elle qui est tributaire et ce n'est pas l'émir Abdelkader. Alors, il y a une phrase de l'émir Abdelkader où il dit « Ce n'est pas moi qui ai créé les événements, mais ce sont eux qui ont fait ce que j'ai été ». Beaucoup de gens, il faut le dire, lui ont reproché d'avoir déposé les armes après le traité du 23 décembre 1847 conclu avec le général Lamoricière. On ne va pas trop parler d'histoire, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le non-respect des clauses de l'entente de la part des Français. Mais une chose est étonnante. Dès qu'il dépose les armes, l'émir Abdelkader, lui qui a été politicien, guerrier, administrateur, se rend, mais en fait pour épouser une forme du djihad al-akbar, qu'on verra à travers la séquence syrienne. C'est ça? C'est ça, oui. Ben oui, d'une façon générale, au moins ici en Algérie, il y a une seule volonté de résister à l'entrée des Français, mais cette résistance est, disons, multifocale. L'émir Abdelkader a fait ce qu'il pouvait, quand même il a résisté 17 ans, mais disons qu'il est beaucoup plus facile d'émettre un jugement sur une histoire advenue que de la faire. Maintenant, deuxième partie de votre question, effectivement, la fin de la résistance, le fait qu'il soit défait militairement, est pour lui le départ de l'expression de toute sa réalisation spirituelle à travers un enseignement ésotérique, à travers un enseignement soufi qu'il a déployé à partir de 1856, je crois, à Damas. Et là, effectivement, là, c'est l'aspect intérieur, dont l'aspect militaire et politique, pour moi personnellement, sont des conséquences et ne sont pas les causes. Ça, cet enseignement-là, qui sera couronné par son œuvre monumentale, qui s'appelle le livre des Haltes, le Kitab al-Mawaqif, c'est une excellente introduction à l'enseignement du Cheikh al-Akbar, Muhyiddin ibn Arabi. Et rappelons que le soufisme, à l'instar de toutes les voies ésotériques qui existent dans les autres traditions, elle est basée sur, obligatoirement sur le rattachement au rite islamique et, d'autre part, sur la pratique de la méditation de façon à activer ou à actualiser la continuité avec la transcendance. C'est toute cette signification-là qu'exprime le livre des Haltes, et le djihad al-akbar qui leur est inhérent, si vous voulez, c'est la guerre sainte, la grande guerre sainte, par différence et par opposition au petit djihad, à la petite guerre sainte, parce qu'il s'agit ici surtout de maîtriser l'égocentrisme. La petite guerre sainte, ça consiste simplement à déployer une action verbale, une action physique, jusqu'à une action militaire pour traiter des choses de la vie sociale, pour défendre un territoire. Mais quand il s'agit du grand djihad, il s'agit surtout de maîtriser
les pulsions des passions de l'âme. C'est une entreprise qui est infiniment plus difficile à réaliser que le premier type de guerre sainte. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ce grand djihad, c'est la source essentielle qui donne les envoyés, Rasul, qui donne lieu à des prophètes et des saints. Dernière question, cher. Dernièrement, en écoutant la radio, on parlait justement de la figure de l'émir Abdelkader, quid, bien entendu, de l'aspect du djihad akbar, mais il y avait un autre qualificatif qui revenait souvent dans la bouche des présentateurs, à savoir humaniste. L'émir Abdelkader était humaniste, ou encore ce grand humaniste algérien, c'est comme ça qu'on le présentait. Quel commentaire vous faites sur l'ambivalence du mot humanisme qui est connoté, et comment expliquez-vous justement qu'il soit encore méconnu, le grand émir? Il faut tenir compte un petit peu des conditions cycliques. Vous voyez, actuellement, il y a, contrairement à ce que galvaudent les sciences humaines et sociales, qui se basent uniquement sur les processus matériels, où effectivement l'humanité est en train de réaliser une sorte d'achèvement, mais sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, au contraire, il y a un phénomène de dégradation. Donc, les conditions cycliques actuelles font que les grands hommes sont à peu près ignorés. Maintenant, pour la qualification d'humaniste, là, moi, je trouve que c'est un terme qui est ambigu. Pourquoi? Historiquement, l'humanisme, vous voyez, c'est l'une des assises du monde moderne. C'est-à-dire là, l'humanisme, en réalité, historiquement, si on le rapporte un petit peu aux origines du monde moderne, l'humanisme consacre la victoire de l'individualisme. L'humanisme, de ce point de vue-là, ça revient à n'accorder de réel qu'à ce que saisissent les 5 sens physiologiques et ce que saisit la rationalité. Tout ce qui la dépasse, c'est le néant. Il y a également l'équivalent de cette compréhension négative sur l'humanisme, c'est dans le cadre de la civilisation grecque avec Protagoras, le sophisme, hein, c'est le fait un petit peu d'arriver à force de ratiocination à dépeindre la vérité comme mensonge et le mensonge comme vérité. L'inversion. Voilà, mais originellement l'humanisme qu'on réduit actuellement à un sens sentimental, à un sens moral, à un sens un petit peu d'extension purement horizontale, avait une autre signification. C'est là, si vous voulez, dans le cadre de la civilisation occidentale, il faut remonter à l'ère présocratique où on parlait de l'homme mesure de tout, mais là, déjà, l'homme comme étant le reflet de la thémistès, c'est-à-dire de la loi d'en haut, comme étant vraiment le reflet de la transcendance. Il y a l'équivalent, si vous voulez, dans les traditions sémitiques, c'est la notion de vicaire de Dieu sur terre, Khalifatullah fil ard. De ce point de vue-là, oui, parce que l'homme est effectivement une synthèse cosmologique, en ce sens qu'il porte en lui-même la dimension corporelle de l'univers physique, il porte la dimension psychologique, le monde intermédiaire, à travers la pensée, etc., et porte aussi la dimension spirituelle qui est à l'origine un petit peu de toute la création et à travers la notion d'insufflation de l'esprit. Vous voyez donc un petit peu la différence qu'il y a à traiter de l'humanisme en fonction de la perspective moderne ou traditionnelle où il est envisagé. Voilà, c'était tout. Cheikh Hamza Ben Issa, merci de nous avoir reçus. Merci pour toutes vos réponses et vos éclaircissements au sujet de l'émir Abdelkader et son affiliation. On l'a dit, pour ceux qui disent qu'il était franc-maçon, c'était des théories un peu trop faciles. Je conseille vivement aux auditeurs de vous procurer l'ouvrage, donc l'émir Abdelkader et la franc-maçonnerie, qu'on peut trouver. Vous pouvez nous rappeler l'adresse, Cheikh? Où est-ce qu'on peut trouver le... Oui, c'est la maison d'édition El Ma'rifa. Il est au 10 boulevard Mira, à Bab el-Oued. Voilà, donc le rendez-vous est pris pour ceux qui veulent vous procurer l'ouvrage. Vous allez voir, vous allez changer votre regard à l'endroit de ce grand Algérien, ou plutôt celui qui convoque tous les attributs, vous l'avez dit, du
Ibdal, donc de la tradition islamique. Merci, Cheikh, pour votre temps. C'était Tala Film avec le Cheikh Hamza Ben Issa. Merci de nous avoir prêté attention et à bientôt pour d'autres rendez-vous. Je vous remercie.